Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire SFORL Audicast, cette fois-ci sur les nouvelles règles de prescription d'appareillage. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le professeur Christophe Vincent, chef de service du CHRU de Lille, le docteur Alain Corré, ORL libéral à Paris et hospitalier à la Fondation Rothschild, monsieur Vincent Croze, audioprothésiste dans les Hauts-de-France, et monsieur Karl Schlecher, également audioprothésiste à Annemasse. Donc, le sujet d'aujourd'hui va être de discuter autour de cas et de présentations sur cet arrêté de 2018 qui a modifié nos règles de prescription d'appareillage auditif. Et vous connaissez un petit peu maintenant le principe de ces webinaires dont le but est d'être très interactif. Et cette fois-ci, on va commencer tout de suite par vous proposer un premier sondage pour déjà savoir si vous êtes parfaitement au courant de cet arrêté, que vous soyez ORL ou audioprothésiste, de ce nouvel arrêté qui a changé un petit peu nos règles de prescription. Donc, vous allez voir, comme d'habitude, le sondage s'afficher sur vos écrans et je vais vous demander de répondre assez rapidement. On va le laisser, comme d'habitude, une trentaine de secondes. C'est parti, c'est à vous tout de suite. Donc, je vous rappelle que, comme d'habitude, il n'y a pas de mauvaises et de bonnes réponses. Le but est simplement de lancer le débat derrière et je commente les résultats tout de suite après. Les chiffres bougent. Donc, je vous rappelle la question. Êtes-vous au courant de la loi de 2018 encadrant la prescription d'appareillage? Vous aviez 3 réponses possibles. Vous êtes parfaitement au courant et vous l'appliquez au quotidien. Vous êtes vaguement informé, mais ça n'a rien changé dans vos pratiques de prescription. Et vous n'êtes absolument pas au courant. Vous ne saviez même pas qu'il y avait une loi qui a été modifiée en 2018. Je vous rassure, c'est extrêmement minoritaire pour l'instant. Allez, les résultats sont stabilisés. Donc, on va arrêter le sondage maintenant. On est à 60% de gens qui sont parfaitement au courant et qui l'appliquent au quotidien, ce qui me semble un bon chiffre. 37% vaguement informés et une grande minorité qui n'était pas au courant de la loi. Donc, avant de continuer, Vincent, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous rappeler un petit peu ces nouvelles règles et ce nouveau cadre déontologique et positif? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on a eu la réforme qui a été publiée en fin 2018, justement, au niveau des règles de prescription. Alors, il y a tout un texte, vous avez sûrement pu le lire, avec énormément de choses, énormément d'alinéas. Et on va essayer de vous résumer simplement quelles sont les règles de prescription définies aujourd'hui dans le cadre de cette loi. Diapo suivante. Donc, il y a 4 règles aujourd'hui qui sont stipulées. La première, c'est d'avoir une perte auditive moyenne supérieure à 30 dB HL selon le calcul du BIAP, c'est-à-dire la moyenne de la perte à 500, 1000, 2000, 4000 Hz divisé par 4. Donc ça, c'est un premier critère de prescription. Le deuxième critère, c'est d'avoir un seuil d'intelligibilité dans le silence supérieur à 30 dB. Au SRT 50, c'est-à-dire aux 50% de répétition des mots. Donc, pour un patient, s'il n'a pas la capacité de répéter 50% des mots à une intensité de stimulation de 30 dB, et ben là, on rentre aussi dans une règle de prescription. Autre élément, c'est la perte sur les fréquences aiguës qui doit être supérieure à 30 dB à partir de 2000 Hz. Donc, de 2000 Hz jusque les 8000 ou même si vous avez des audiomètres autre fréquence, et ben si ces pertes-là sont supérieures à 30 dB, on peut rentrer dans le cadre d'une prescription médicale. Et dernier élément qui est la demande quand même récurrente des patients déficients auditifs, c'est-à-dire les performances ou la capacité qu'ils ont en vie sociale ou en milieu bruyant. Et ben aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir prescrire justement avec des tests calibrés, précis, de l'audiométrie vocale dans le bruit. Donc, la dégradation significative de l'intelligibilité en présence de bruit doit être altérée d'au moins 3 dB en rapport signal-bruit par rapport à la norme de l'outil utilisé. Donc, ce sont les 4 éléments essentiels qui amènent à la prescription d'un appareillage auditif. Merci Vincent. Un premier commentaire
du docteur Corré, par exemple. Est-ce que ces 4 éléments sont aujourd'hui acquis, connus dans votre expérience et dans les gens avec qui vous travaillez? Manifestement, chez 60% des gens, oui, mais je pense que c'est pas les mêmes 60% de gens que je connais. Je pense qu'il y a un biais, parce que les gens qui sont connectés là, manifestement, sont intéressés par le sujet, donc je pense que eux sont déjà effectivement au courant, mais je suis pas du tout certain que c'est parfaitement représentatif de la totalité des ORL. Et en particulier, je pense que, parce que je fais quand même une petite enquête de mon côté, et je pense que il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris si il fallait absolument que ces quatre points soient vérifiés chez chaque patient, ou est-ce que c'était un point, ou est-ce qu'il en fallait plusieurs. Je suis pas sûr que ça soit aussi clair que ça pour tout le monde. Moi, si on m'avait demandé de répondre au sondage il y a quelques jours, je pense que j'aurais répondu, je sais plus les items, c'était quoi? Le B, c'était quoi? Vaguement informé, mais ça n'a pas changé mes règles de prescription. Enfin, je pense que j'aurais répondu B. Et il y a combien de pourcents de gens qui ont répondu B? Parce que on n'a pas. À peu près un peu moins de 40%. D'accord. Ce qui n'est pas négligeable. Je pense que je pense qu'on s'approche de la vérité là. Karl, en tant qu'audioprothésiste en province, j'ose pas dire dans une petite ville, mais en tout cas dans une ville qui manque cruellement d'ORL libéraux. Mon expérience, pour avoir discuté avec eux, c'est partiellement informé, je dirais. Le critère de perte moyenne, il a été intégré très facilement pour tout le monde. Le critère de vocal dans le silence aussi a été bien intégré, il l'avait en tête. Par contre, c'est vrai que ce critère de fréquence supérieure à 30 dB à partir de 2 kHz, c'est assez flou. C'était assez flou. Et le critère de vocal dans le bruit, pour le coup, ils en ont entendu parler, ils sont au courant, mais ils ont souvent pas le matériel pour faire les tests, tout simplement, pour l'instant. Donc, voilà. Vincent? Oui, je vais rejoindre un petit peu Karl. Bon, bien sûr, sur ce qui est la perte moyenne, calcul diap, ça, l'information existe. Déjà un peu moins fréquente pour la notion de perte de vocal dans le calme à 30 dB. Maintenant, pour ce qui est du critère des fréquences aiguës à partir de 2000 Hz inférieures à 30 dB, ça, elle est rarement quand même connue. Et pour la notion de vocal dans le bruit, oui, ils savent qu'aujourd'hui, ça rentre dans le cadre de la loi, mais ils n'ont ni les outils, ni la formation adéquate. Et ni peut-être aussi le temps, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard ensemble. Alain Corré? Oui. On peut parler comme on veut, ou il faut demander la parole, je sais. Vous, tu parles comme tu veux. Après, c'est moi qui t'arrêterai si vraiment tu exagères. Non, je pense qu'il y a quelque chose que ne savent, à mon avis, pas. Enfin, je représente rien ni personne. Moi, je représente que moi-même, mais j'ai quand même un petit peu discuté. Je pense que il y a une chose que les ORL, je pense, savent pas très bien, c'est le caractère contraignant ou non de ces mesures. C'est un peu ça la question majeure, parce qu'en fait, on sait pas si ces mesures sont faites pour mieux soigner les gens, pour mieux soigner les mutuelles. Et comment vont être exercés les contrôles, parce qu'effectivement, si on fait des mesures et des lois, c'est que c'est censé être contrôlé. Or, bon, moi, ça fait 20 ans que je fais un peu plus peut-être, non, je sais plus. Un peu plus. Merde, un peu plus, d'ORL en tant que senior. Je connaissais des règles de prescription d'appareillage. J'ai jamais été contrôlé par personne pour savoir si je faisais bien mes ordonnances, si j'envoyais les bons patients ou si j'envoyais pas les bons patients. Donc effectivement, le caractère contraignant de ces lois, pour l'instant, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Je pense que personne ne sait si on va voir débarquer des gens de la CPAM en disant, dites donc, montrez-moi l'audiogramme de ce patient que vous avez décidé d'appareiller. Je pense que c'est une des questions, enfin peut-être, que les gens, je pense que les gens se posent cette question. Professeur Vincent, sur le sujet. Effectivement, la réalité, c'est celle qui vient d'être décrite en pratique, mais les choses sont en train de changer. Je crois que pour la raison principale, c'est que dans le cadre du 100% santé, il y a beaucoup d'argent public qui va être dépensé. Et il y a déjà des contrôles, en tout cas dans ma région, la direction pour les audioprothésistes. Ça commence ce qui était aussi quelque chose qui arrivait jamais. On vérifiait pas s'il y avait une chaîne de mesure, s'il y avait, etc., etc. Donc là, ça commence parce que je crois simplement tant que c'était un problème le patient payait ou certaines mutuelles et que le remboursement était vraiment très très limité, finalement, les pouvoirs publics n'avaient pas un intérêt majeur à contrôler.
Là, il semblerait, mais bon, ça reste à vérifier, hein, qu'il y aura plus de contrôle. En tout cas, chez les audios, ça commence. Chez les prescripteurs, je ne sais pas encore. Mais quand même, ça peut, si on prend l'exemple, par exemple, des maladies professionnelles, désormais, les maladies professionnelles sont contrôlées, et notamment la calibration des audiomètres, le niveau de bruit résiduel dans les cabines est demandé pour que le dossier de maladie professionnelle soit validé. Donc, il y a quand même des évolutions. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, mais moi, je pense qu'il y aura des évolutions quand même. Mais qui va contrôler qui? Ça va être comme là en ce moment, ce qui est contrôlé, c'est la direction de la DGJ, je sais. La DGCCRF. Là, ouais, qui commence à contrôler du côté audio, mais on peut très bien imaginer que la CPAM puisse contrôler au hasard certains dossiers. Hein. Faut pas oublier que la prescription est plus encadrée avec l'arrêté, avec bien sûr une prescription ORL, mais aussi une prescription de certains généralistes qui auront fait une formation de DPC particulière. Et donc le but, c'est quand même d'aller vers plus de contrôle. Ça va être des montants financiers quand même. Ça représente une charge pour le budget assez importante, hein, quand même. Enfin, une grosse partie qui va être prise en charge par les mutuelles. Non, les classes 1, c'est pris en charge par essentiellement. Moitié à peu près. Moitié. Ça représente un tiers, 2 tiers. Ça représente beaucoup par rapport à ce qui se faisait avant, quand même. Ouais. Parce que là, il y a eu une petite enquête là sur déjà le chiffre quasiment à 2 mois et demi, et le budget de remboursement des aides auditives donc de classe 1 pour la sécurité sociale est en augmentation de plus de 40% par rapport à 2020. Donc, il est clair que pour eux, la dépense devient déjà beaucoup plus importante. Et la réforme, elle n'a commencé que courant janvier 2021. Donc on verra. Bon, c'est trop tôt pour se prononcer. Ça veut dire que quand la CPAM ou la DGCCRF rentre dans un cabinet d'audioprothèse, elle a le droit d'exiger la levée du secret professionnel pour vérifier des dossiers avec des audiogrammes, pour savoir si les audiogrammes sont bien en lien avec la prescription. Il y a une levée du secret professionnel possible. C'est une question, hein, je ne sais pas, c'est de B aussi. Alors, sur les contrôles actuels, il était vérifié sur la prescription médicale, si la réalisation des devis et de la période probatoire d'1 mois d'essai préalable a bien été réalisée. Et après, pour l'instant, c'est un petit peu tôt, mais c'est clairement annoncé, c'est vérifier d'abord le rythme des contrôles qui a été écrit dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que bien sûr, il y a la prestation de suivi avec un rythme qui a été défini par la loi, et ça, ils vont être à cheval sur ce suivi. Et pour l'instant, c'est plutôt des contrôles vous concernant sur les essais gratuits, les délais, mais pas sur l'indication en elle-même. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est oui. sur ce cadre-là. Mais ce qui crée une levée du secret professionnel aussi, théoriquement. Bah non. Non. Si on vous demande de justifier du fait que vous avez fait un devis et que vous avez fait une période d'essai, ça, il n'y a pas de levée du secret. Oui, parce qu'il n'y a pas d'examen. Ouais. S'il y a production de résultats de tests d'audition, là oui, d'une certaine façon, il y a une levée du secret médical. Il y a un élément dans la loi qui a été écrit mais qui n'est pas encore mis en place, c'est les questionnaires de satisfaction patient qui vont être envoyés et aux prescripteurs et aux patients sur la première année. Ça, c'est écrit, je veux dire, dans le marbre. Oui. Mais pour l'instant, on n'est pas encore en mode actif par rapport à ce genre de choses. Non, ça n'a pas été annoncé encore. Non. Alors, on va peut-être revenir maintenant sur cette 4e indication qui est quand même la plus critique aujourd'hui, qui est cette indication liée à l'intelligibilité dans le bruit et qui permet l'appareillage de surdité légère qu'on ne pouvait théoriquement pas appareiller avant. On va tout de suite vous demander votre avis de nouveau sur cette vocale dans le bruit avec une nouvelle question. Est-ce que pour vous, ces épreuves de vocale dans le bruit sont des épreuves qui peuvent être réalisées maintenant très simplement avec un seul haut-parleur par exemple, ou au contraire, est-ce qu'elles sont pour vous infaisables dans une pratique quotidienne, ou encore une fois, est-ce que vous n'en voyez toujours pas l'intérêt? Est-ce que vous n'êtes pas convaincu encore de l'utilité de la vocale dans le bruit au quotidien?
les réponses commencent à arriver. Pour l'instant, elles sont quand même très, très axées sur une connaissance bonne de la vocal dans le bruit, mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Juste pendant le sondage, professeur Vincent, des nouvelles sur ces questionnaires qui sont censés arriver? J'ai pas bien entendu. Est-ce qu'on a des nouvelles sur des délais sur ces questionnaires de satisfaction patience, les fameux Q1, Q2, Q3 qui étaient censés arriver dans le cadre de la loi? Ils sont quasiment prêts à ma connaissance, en sachant que ce sont des questionnaires pour ceux qui vont être plutôt des questionnaires type COSI, c'est-à-dire orientés sur grosso modo sur les besoins du patient. C'est pas des questionnaires un peu très très généraux. Hein. Oui. Bah, c'était le but que ce soit simple aussi. Hein. Voilà. Je pense. Parfait. Bah, écoutez, on va arrêter le sondage qui est de nouveau stabilisé. Des résultats d'ailleurs qui sont très comparables à tout à l'heure. On a 60% de l'assistance qui considère que les épreuves de vocal dans le bruit sont des épreuves maintenant simples, réalisables avec un seul haut-parleur et non plus avec les environnements qu'on décrivait à une époque avec 3 ou 5 haut-parleurs. On a encore quand même près de 40% qui considèrent que les épreuves de vocal dans le bruit sont trop complexes et ne sont pas faisables dans la pratique quotidienne, que ce soit pour des questions de temps ou pour des questions de matériel. Donc, avant peut-être de commenter ça me paraît le bon moment quand même pour démystifier un petit peu cette vocale dans le bruit. Je vais laisser la parole au professeur Vincent pour nous décrire un petit peu tout ça. Oui, je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, l'audiométrie dans le bruit, c'est pas une pratique de centre hospitalier surspécialisé, et que c'est quelque chose qui est vraiment réalisable par tout le monde, quoi, par tous les ORL qui s'intéressent à l'audition et qui prescrivent des prothèses diapositives. Moi, je pense, vous le savez, mais c'est toujours bien de le redire, c'est surtout intéressant de le faire parce que l'audiométrie dans le silence, on peut pas prédire la performance du patient dans le bruit. Évidemment, je mets complètement, il est certain que quelqu'un qui a une surdité profonde, il sera de toute façon plus compliqué pour lui de comprendre dans le bruit que quelqu'un qui a une surdité légère. Mais à niveau équivalent, on peut pas prédire une performance dans le bruit d'un patient. Diapositive. Alors, il y a plusieurs indications. L'indication, je pense, la plus fréquente, eh bien, ce sont nos patients type presbyacousique, parce qu'on sait très bien que, eh bien, nos tests dans le silence sont pas assez discriminants. D'ailleurs, le plus souvent, ils le disent très très souvent dans les cabinets. Ils disent, mais docteur, moi face à vous, ça va bien, mais je suis en 2-3 en réunion, je comprends plus rien. Ma femme me parle, il y a le téléphone en même temps, on parle, je ne comprends rien. Donc, on a un effet plafond évident des mesures dans le silence pour la plupart des presbyacousiques, qui sont quand même un nombre important de patients à appareiller. Bien sûr, tout ce qui est monaural, binaural, le bruit, c'est important. Et puis, là, c'est plutôt du domaine peut-être du centre spécialisé. On voit apparaître une catégorie de patients dans lequel on n'a plus des discordances tonales vocales dans le silence, mais dans lequel on a des discordances compréhension dans le silence et compréhension dans le bruit. En d'autres termes, ils sont super bons dans le silence, on émet dans le bruit, c'est la catastrophe. Et enfin, le dernier, on l'a vu, on a vu cet arrêté, c'est-à-dire que si vous faites simplement une vocale dans le bruit et que votre rapport signal sur bruit est plus de 3 décibels par rapport à la norme, vous êtes tout à fait en droit et autorisé à prescrire une prothèse diapositive. Alors, c'est quoi ce fameux critère des 3 dB? C'est simple, c'est comme tous les seuils en audiométrie vocale, c'est-à-dire c'est aux 50% de compréhension, sauf que là, c'est aux 50% de compréhension dans le bruit. Voilà, c'est la grande différence. Alors, moi, je vais vous dire comment nous, on travaille dans le service. On a travaillé sur un test, j'utilisais plusieurs tests, mais nous, on voulait développer un test qui soit utilisable par tous. C'est-à-dire on considère qu'un test dans le bruit, il doit pas mettre 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on n'a pas que ça à faire, et puis le patient, il se fatigue. Donc, le but, c'était d'avoir un test qui se fasse en moins de 5 minutes. On utilise des phrases et des mots-clés dans des phrases avec du bruit type cocktail party, et puis on va avoir un test qui va être soit en champ libre, soit avec un haut-parleur, comme on l'a dit. C'est tout à fait réalisable avec un haut-parleur. Il est certain que dans les centres de référence, ou surtout pour les audioprothésistes, parce qu'il y a besoin d'avoir la directionnalité quand on fait de la correction, il vaut mieux avoir 5 haut-parleurs. Diapositive. Vous voyez, ces tests, voilà un peu comment ça se présente. En haut, vous avez les phrases, et puis le bruit augmente. Donc au début, c'est facile, il n'y a presque pas de bruit, puis après, ça devient dur parce qu'il y a beaucoup de bruit.
Combien de temps ça prend? Est-ce que c'est réalisable? Vous allez revenir un tout petit peu en arrière. Vous voyez, nous, on conseille de faire 4 listes, 4 minutes. Bon, 4 minutes, c'est quand même un test qui est super rapide à faire. Hein. Super rapide à faire, diapositive. Et en plus, et il y a quelquefois des EURL qui ne le savent pas, ce test, il est coté. Il a une cotation CCAM, CDPQ11, 0,11, 33 €. Vous avez un test qui, en 4 minutes, vous avez une cotation CCAM et vous avez un renseignement clinique qui est de premier ordre. C'est-à-dire, non seulement vous avez ce fameux score, on va l'appeler cible 50, parce que vous verrez souvent ça dans les papiers français, c'est-à-dire le seuil d'intelligibilité dans le bruit au 50%. Donc ça, c'est je dirais, le critère principal qu'on regarde. Mais dans le test qu'on a développé, nous, on est assez intéressé aussi de regarder aux différents niveaux de difficulté, parce que c'est intéressant de comprendre. Un patient, on se parle pas forcément aux 50% de compréhension. C'est important de savoir comment on est à 70-80%, à quel niveau on est à 100%. Et tout ça, c'est en 4 minutes d'examen. Donc, je pense que c'est réalisable par tout un chacun. Diapositive. Quel est le profil de test? D'abord, il faut des tests normés. On peut pas inventer un test en disant tiens, je vais faire un test dans le bruit, je vais traduire le lendemain un test, ça va marcher. Non, le travail de norme de ces tests-là, il est long. Pour vous donner un ordre d'idée, le VRB sur lequel on a travaillé, le travail de normalisation, c'est 2-3 ans de travail. Et les 2 tests normés en France qui sont les plus utilisés, c'est le Framatrix et notre test, le VRB. Ils ont tous le même profil. Il y a les sujets normaux entendants, vous voyez, c'est un cluster, c'est vraiment à la mode là, hein, donc ils sont tous regroupés autour de la norme du test. Pour le Framatrix, c'est -6 dB. Pour le test VRB, nous, on a fait un test clinique, c'est-à-dire que pour nous, le sujet normal, il doit être à 0. Et tout ce qui est au-dessus, c'est comme une perte pour un audiométrie en HL. Tout ce qu'on mesure, c'est la perte. Et vous voyez qu'en fonction du niveau de perte, on a des gens qui sont très peu gênés, ils entendent même lorsqu'il y a beaucoup de bruit, et puis d'autres qui sont extrêmement gênés alors qu'ils ont le même niveau de surdité. Donc ça montre bien qu'à un niveau de perte égal, la dispersion est très très grande. Diapositive. J'ai fait passer une thèse, là, c'était intéressant, à Bordeaux, ils ont utilisé le test VRB aussi, mais avec beaucoup de patients, il y a près de 300 patients, et on retrouve exactement ces mêmes profils. Quand tout va bien, on est très centré autour de la valeur normale, et ensuite, on a une dispersion. Donc ça, c'est un point important. Ce qui était bien dans cette thèse diapositive, c'est que on retrouve la valeur de 3 dB. Jeanne Duchesne, l'interne qui a fait cette thèse dirigée par Damien Bonnard, elle a montré qu'au-dessus de 3 dB, les gens avaient été sûrs quasiment d'avoir une déficience auditive, et 90%, ils répondaient aux autres critères d'ailleurs d'appareillage auditif. Donc vous voyez, c'est un test qui quand même, là il y a presque 300 sujets, ça a quand même une valeur statistique. Diapositive. On s'est amusé aussi à voir, enfin amusé, c'est peut-être un bien grand mot, ça c'est une thèse un peu plus ancienne, de voir si c'était informatif dès qu'on avait une petite perte sur les aigus. Et en fait, alors qu'ils restent normaux, dès qu'on a une audition normale, mais qu'on commence à avoir un petit pet sur le 4000, 8000, le test il commence à montrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans le bruit. Donc ça, c'est intéressant pour nous au niveau clinique. Diapositive. Enfin, et ça c'est toute la difficulté d'avoir des tests normés. Vous connaissez ces échelles par rapport à l'âge, de la valeur de la presbyacousie, qui sont connues. On a voulu faire exactement pareil par les tests dans le bruit, et vous voyez que, diapositive, ces tests-là, ils changent suivant les tranches d'âge, ce qui est logique. On entend moins bien dans le bruit quand on est plus âgé que quand on est jeune. Vous voyez, la tranche d'âge pour notre test des normaux entendants, les 20-30 ans, ils ont autour de 0, c'est la norme du test. Mais si vous testez quelqu'un qui a 70 ans, il va être plutôt autour de 6 dB. Donc, ces gens-là, ils sont de facto en indication d'appareillage. Diapo, là, c'est un point plutôt pour les audioprothésistes. C'est intéressant d'utiliser ce test pour mesurer le gain prothétique dans le bruit. Là, je vous ai comparé deux cohortes. C'est un travail préliminaire qui avait été fait par Thierry Mom et Julie Bestel, qui avait été présenté aux Assises il y a 2 ans, je crois. Il y avait 300 patients dans chaque groupe. Et vous voyez qu'en fonction des niveaux de surdité, à gauche, vous avez le Framatrix, qui est le test dont je vous ai parlé, et à droite, le test VRB dont je vous parle. Et vous voyez avant-après le bénéfice prothétique. Par exemple, pour le test, l'intérêt un peu du VRB, c'est qu'il mesure l'audibilité aussi.
c'est important pour quelqu'un qui a une sûreté moyenne qu'on mesure sa difficulté d'entendre, la quantité d'énergie. Donc ça, c'est très important dans le compte-rendu audioprothétique. Bien sûr, il y a l'indication au début, mais on montre que l'audioprothèse apporte un bénéfice prothétique pour nos patients et c'est très important. Diapositive. Voilà, j'ai fini. Donc, j'espère vous avoir convaincu que c'est quelque chose qui est facile à faire. C'est un acte rapide, moins de 5 minutes. C'est coté. Le gros intérêt aussi, et qu'on oublie, c'est que c'est effectué à des niveaux supraliminaires. Ça veut dire quoi? C'est que vous n'êtes pas obligé de le faire dans une cabine. Ce qu'il faut, c'est que ça soit dans une pièce calme, puisque là, on utilise le bruit. On travaille à un niveau de la parole. Donc, vous pouvez simplement, dans une pièce, même dans votre cabinet de consultation, si vous avez le logiciel et un haut-parleur devant vous, vous faites le test en 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre patient en cabine. Évidemment, je vous l'ai dit, les candidats, c'est les types, c'est de la presbyacousie, en sachant que, je vous l'ai montré, et on le sait, ils entendent de moins en moins dans le bruit. Et ce qu'on mesure, c'est une mesure globale, évidemment. C'est pas que l'oreille interne, il y a aussi des mécanismes centraux. Mais nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir le chiffre global. Et enfin, je vous rappelle l'indication. Donc, vous voyez, dès que vous avez sur un test ce CIB 50, qui est plus de 3 dB par rapport à la norme, eh bien, vous pouvez prescrire votre prothèse. Et normalement, et ça, c'est votre audioprothésiste doit vous montrer dans son compte rendu. Ben voilà, vous m'adressez le patient, il a tant de pertes, je mets l'appareillage, eh bien, je passe de, allez, on va dire 4 décibels, bien maintenant, je le ramène à 2 décibels ou 1 décibel. J'ai un gain prothétique aussi dans le bruit. Et je crois que ça devra faire partie du compte rendu audioprothétique pour ces patients. Oui, voilà, très rapidement, pour démystifier, c'est pas du tout une pratique de CHU. Bien sûr, on le fait, on a développé les outils, mais les outils, ils sont à votre disposition. À votre disposition. Merci beaucoup pour cette remise au point. Un premier commentaire, Dr Corré, par exemple. Alors, convaincu de l'intérêt du test, oui, bien sûr, sur le plan physiologique, oui, bien sûr, on est convaincu sur l'intérêt du test. Maintenant, sur la faisabilité de ce test en cabinet médical libéral, là, moi, je suis pas du tout convaincu. Je suis désolé, mais je suis pas du tout convaincu. Parce qu'effectivement, oui, c'est rapide. 4 minutes dans des mains entraînées, donc dans des mains pas entraînées, on va dire 5 minutes. Mais c'est 5 minutes qui s'ajoutent à une audiométrie tonale, à une audiométrie vocale dans le silence, à un examen clinique, et puis à un interrogatoire au départ. Donc ces fameuses 5 minutes en cabinet libéral, c'est énorme, énorme. Mais c'est pas forcément, je coupe, c'est pas forcément en plus de. Comment ça en plus? Quel est l'intérêt, on est entre nous, mais quel est l'intérêt pour un presbyacousique qui a une tonale symétrique d'avoir un examen vocal dans le silence? Alors, tu peux répéter la question? On va dire sur un presbyacousique léger. Pour un presbyacousique sur lequel on sait que la vocale va être à 100% dans le silence, quel est l'intérêt pour lui d'avoir un examen vocal dans le silence et pas de lui faire un examen vocal dans le bruit à la place de la vocale dans le silence? Ah oui, alors à la place, ce serait possible, mais moi, les 4 critères d'appareillage, ils sont pas exclusifs. C'est-à-dire qu'on peut en avoir un et c'est suffisant. Oui, tout à fait, ouais. Bien sûr. Moi, je suis d'une école tonale vocale, c'est-à-dire que je travaille avec les audioprothésistes, ils peuvent probablement en témoigner, mais ils reçoivent des patients qui ont une tonale et une vocale dans le silence. Parce que moi, on m'a beaucoup appris sur la vocale dans le silence. Donc, ils ont tous ça. Donc, pour moi, un patient pour lequel ça serait plus intéressant de le faire dans le bruit que dans le silence, ce serait pour moi quelqu'un qui justement aurait effectivement une vocale normale et une atteinte auditive très limitée. Oui, c'est la situation. Il y a beaucoup de presbyacousiques légers qui n'ont pas d'atteinte vocale majeure. Hein. Alors, ça voudrait dire que ce sont des gens, justement, qui ne rentrent pas dans les premiers critères. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas inverser les choses. Il faut pas, à mon avis, faire croire que les patients majoritaires sont des patients qui ont une atteinte auditive légère avec une grosse altération de l'audition dans le bruit. C'est pas la majorité des patients. La majorité des patients
l'immense majorité des patients, ce sont des gens qui ont une tonale et une vocale dans le silence qui est suffisante pour les appareiller. Après qu'on ait envie de faire une vocale dans le bruit pour témoigner de leur gêne, je le comprends très bien. Mais pour moi, la vocale dans le bruit, ça va être exclusivement réservé à des gens qui ont des atteintes auditives extrêmement légères, qui ne sont pas appareillables dans les critères classiques et qui vont avoir besoin de passer justement le cap de ces fameux 3 dB. Là, je suis pas tout à fait la pratique que j'en ai en tout cas. C'est pas tout à fait celle-là parce que je pense que il est beaucoup plus facile pour certaines catégories de patients de mesurer un bénéfice prothétique avec l'outil le plus sensible. Oui, mais ça, c'est pas fait en pratique. Non, pour l'instant, parce qu'il n'y avait pas les outils. Quand on n'a pas, je suis certain que si on demandait combien d'ORL libéraux ont les outils pour faire de l'audiométrie vocale dans le bruit, ça reste encore minoritaire. Bon, et c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire parce que les outils coûtaient cher ou c'était pas pratique, ça mettait du temps. Voilà. Moi, j'ai changé, dans mon cabinet, j'ai changé mon audiomètre il y a 2 ans. J'ai une cabine que je considère quand même que je trouve que je suis bien équipé. Et ben, aujourd'hui, je ne suis pas équipé pour faire de l'audiométrie dans le bruit. C'est vocal dans le bruit. C'est pas parce que je le veux pas. C'est parce que, effectivement, je n'ai pas, alors que j'ai tout changé il y a 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement que je m'équipe. Peu importe si on m'explique que c'est indispensable, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire qu'il faut que je m'équipe, qu'il faut que je me forme. Et quand même qu'il faut que je prenne du temps. Alors, à ce moment-là, moi, je vais te retourner la question. Pourquoi on continue à faire des vocales dans le silence? Les vocales dans le silence, elles ont un rôle extrêmement important dès que la surdité va avoir une répercussion dans le silence. Alors, moi, ce que je vous conseille quand même, à l'ensemble des ORL là, je vous conseille quand même de vous intéresser fortement, puisque n'oubliez pas quand même que dans les règles de prescription, les généralistes qui auront une formation de DPC vont pouvoir prescrire. Et très clairement, l'outil le plus simple pour le généraliste pour faire de la prescription, c'est de l'audiométrie dans le bruit, parce que c'est le plus sensible, le plus rapide. Il n'y a pas forcément besoin de cabine isolée. Donc, c'est très important de mon point de vue que la communauté ORL se rende compte que c'est un outil qui ne va pas devenir le seul outil. C'est un de nos outils à côté des autres, mais il est important qu'on ait cet outil dans notre arsenal des tests. Et comme tous les autres tests, on va choisir en fonction des patients. Moi, je fais pas d'audiométrie à tous les patients dans le bruit. Certains, c'est hors de propos. Et pour d'autres, c'est la meilleure solution. Mais j'ai cet outil-là et que je sors lorsque j'en ai besoin. Mais je pense que ça serait une erreur de la part des ORL libéraux de dire finalement, je reste comme j'étais. Ça ne veut pas dire à la place de, ça reste la tonale vocale dans le silence reste extrêmement importante et il est hors de question de dire on va l'abandonner. Mais je crois qu'il faut s'intéresser à ces outils parce que vous allez vous rendre compte dans la pratique que c'est facile à faire, que ça va vous aider dans des groupes de patients dans lesquels les outils, on va dire antérieurs, étaient un peu limités, et que c'est quelque chose qui a une cotation, qui vous rend service, sur lequel vous mesurez un bénéfice prothétique très simplement. Donc voilà, c'est pas encore une fois, c'est pas à la place de, ça n'aurait pas de sens. C'est un outil à côté de que j'utilise en fonction de mon patient. Et du point de vue prothétique, Karl, par exemple, la prévalence de pertes légères avec des vocales normales aujourd'hui dans ta consultation qui ont besoin de vocales dans le bruit pour démontrer une prescription? C'est assez faible pour l'instant, mais c'est une tendance qui est en train d'augmenter petit à petit. Par contre, dans ma pratique, cette vocale dans le bruit, même pour quelqu'un qui passerait le critère standard des 30 dB de perte moyenne, tant qu'on va être sur des pertes très légères, c'est hyper important parce que c'est le meilleur moyen d'objectiver, je parle d'un point de vue d'audioprothésiste, la gêne ressentie par ces gens, d'avoir aussi un prédictif en cohérence avec le bilan qu'on va faire, parce qu'on peut avoir des grandes variations de score de vocale dans le bruit pour des pertes à peu près équivalentes, et on ne s'embarque pas du tout dans la même chose. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose de très important dans ma pratique d'aujourd'hui. Vincent? Oui, alors moi je pense que dans le cadre de la réforme du 100% santé, on a énormément de gens, de patients qui viennent dans les centres, des fois même pour dépistage auditif, et avec la demande et l'expression d'une difficulté d'intelligibilité dans le bruit.
Bon, et c'est clair, quand moi, à titre personnel, quand après un bilan classique, une audiométrie tonale, une audiométrie vocale, je vois que tout va bien et que le patient exprime vraiment dans l'interrogatoire une gêne, systématiquement, je fais une évaluation dans le bruit. Pour les patients ayant une prescription, ayant vu un médecin ORL et qui se plaignent tous de compréhension dans le bruit et qui veulent tous, quand on leur demande prioritairement quelle est la situation, vous aimeriez bien améliorer votre vie sociale, ils répondent tous dans le bruit. Bon, et ben ça, au niveau, le professeur Vincent en parlait tout à l'heure, au niveau du compte-rendu des appareillages, le fait de mettre en évidence un gain prothétique vocal dans le bruit, pour eux, c'est déjà un élément essentiel de satisfaction parce que c'est ce qu'ils sont venus chercher dans le fait de la démarche de consultation chez le médecin ORL et le fait de franchir le pas d'un centre d'audioprothèse. Donc ça me paraît aujourd'hui un élément important. Alors, on a deux questions aux commentaires de la salle. Je t'arrête, Vincent. La première, juste pour remettre, c'est une question. Est-ce qu'un ORL peut prescrire uniquement avec la vocale dans le bruit? Oui. Si elle est décalée au-delà de 3 décibels, c'est un argument suffisant. C'est un critère dans la loi. Professeur Vincent, c'est correct. Et la deuxième… Mais en pratique, ça n'existe pas, ces cas-là. Si. C'est sûr, on commence à en voir. Au moins une audiométrie tonale. Oui. On va avoir une vocale dans le bruit seul. Il y aura quand même au moins une tonale. C'est pas obligatoire. Mais c'est pas précisé dans la loi. On peut le faire ça. Mais non, mais je m'en fiche de la loi. Moi, je parle de soigner des gens. Il y aura forcément, je connais pas un ORL qui va voir quelqu'un qui va rentrer dans son cabinet en disant je suis gêné dans le bruit, qui va pas lui faire une audiométrie tonale. Évidemment, c'est pour ça. Mais évidemment, la question du généraliste. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'il faut quand même. qu'il faut faire quand même. Non, mais c'est quelque chose qui est une possibilité. D'accord. Donc un patient vient me voir en consultation en disant je suis gêné dans le bruit, je l'examine, il a un examen ORL normal. Je ne lui fais pas d'audiométrie tonale ni de vocale dans le silence, je lui fais qu'une vocale dans le bruit et c'est suffisant. Il faut faire un examen clinique, il faut faire une acoumétrie, il faut regarder s'il n'y a pas de transmission, il faut quand même faire une otoscopie. L'examen clinique reste quand même important, il n'y a pas que… Il faut l'interroger, il n'y a pas quand même que le test audiométrique pour la prescription. Non, mais c'est quand même quelque chose qui est possible, Il y a effectivement la question du généraliste qui, lui, ne s'équipera pas pour faire une tonale oreille séparée, alors qu'effectivement, l'équipement pour faire une vocale dans le bruit est beaucoup moins onéreux, plus rapide. C'est illusoire. Enfin, je pense que le législateur, il a quand même pas été complètement… Enfin, il est quand même raisonnable. C'est illusoire de penser que des généralistes allaient s'équiper de cabines pour faire des tonales et des vocales dans le silence. Je crois que il faut déjà que on ait des parcs très larges dans l'ensemble des prescripteurs spécialistes. C'est pas facile d'avoir des cabines qui isolent beaucoup dans certains parce que le cabinet des fois a des contraintes acoustiques. C'est pas si facile que ça déjà pour un spécialiste ORL d'avoir une cabine, je dirais, qui permet d'être dans les normes. Il faut aussi être réaliste. Hein. Donc je pense que effectivement certains pourraient dire mais c'est une régression par rapport à une tonale et une vocale, et je suis tout à fait d'accord dans le silence dans une belle cabine. Mais c'est quoi la réalité à l'heure actuelle? La réalité à l'heure actuelle, c'est que en France, il y a, suivant les régions, mais il y a quand même des pourcentages extrêmement importants de prescriptions audioprothétiques sans rien, sans tonale, sans vocale, et que la prescription est faite par le généraliste, et en fait, l'audioprothésiste, il est bien obligé de faire les examens pour appareiller son patient, mais il n'y a pas de passage par aucune audiométrie. Et donc, effectivement, on est dans une situation de grand écart dans lequel on a une situation idéale où je fais en fonction de mon patient, j'ai ma cabine normée, j'ai mon audiogramme qui est calibré tous les ans, et je fais une tonale dans le silence, une vocale dans le silence, je fais une vocale dans le bruit. Alors moi, je pourrais dire en tant que CHU, faisons ça pour tout le monde, mais ça serait pas réaliste. Je suis certain que même tous les CHU feront pas toujours comme ça. Donc ça serait pas, je dirais, la vraie vie. La vraie vie, il faut être réaliste. Je pense qu'il faut que tous ensemble, on essaye de tirer nos patients vers le haut, de tirer profit de cette réforme qui, je pense, est bien pour nos patients. En tout cas, moi, parmi les patients que j'ai, je vois des patients qui très clairement
auraient pas été appareillés, qui sont appareillés, et qu'on va avoir un mouvement général vers plus de prise en charge de la surdité. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on fasse un effort, je dirais, de prendre les outils qui sont à notre disposition, essayer de faire au maximum pour qu'on ait les outils pour déjà faire la tonale vocale dans le silence, qui est très importante pour beaucoup de patients. Mais il faut penser, je crois, et s'approprier ces outils qui sont faciles, ça coûte pas cher, c'est facile à faire. C'est pas des investissements de l'ordre d'une cabine ou d'un audiomètre. Donc là, et en plus c'est coté, donc je vois pas pour quelle raison. Et on rend service aux patients. Je vois pas pour quelle raison nous RL, on n'utiliserait pas cet outil diagnostique qui est vraiment, à mon avis, qui va se développer de plus en plus. Je suis certain que si on voyait ce webinaire dans 5 à 10 ans, on dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette préhistoire de la pratique de l'audiologie? Mais c'est normal, c'est des nouveaux outils. Le rendez-vous. Il faut s'approprier, quoi. On va enchaîner parce que le Supro, je crois, nous a préparé un cas. Et j'aimerais qu'il y ait quelques questions de la salle, mais auxquelles on répondra à la fin. Juste un mot, je pense qu'il faut dire, Cyril, à l'heure actuelle, les ORL pensent que l'audiométrie vocale dans le bruit, c'est comme les auto-émissions. Les auto-émissions, on les a entendues, oui, ça va être tout, c'était pas coté, c'est réservé, le dépistage. Non, la vocale dans le bruit, c'est de la pratique audiologique courante. Oui, mais je suis. J'ai une toute petite question parce qu'on parle de la vocale dans le bruit. Dans le cadre de la loi, au niveau des audioprothésistes, c'est une obligation d'avoir du matériel d'évaluation dans le bruit. Et si j'entends bien les propos, c'est que le niveau d'équipement au niveau de l'ORL libéral en audiométrie vocale dans le bruit est à ce jour limité. Variable. Est-ce qu'on pourrait des questions. Regardez ça pour la fin, Vincent, parce que j'ai des questions de la salle sur le sujet. Okay. Je te laisse présenter ton cas d'abord. Parle-nous de Monsieur LM, s'il te plaît. Voilà, donc Monsieur LM, c'est un homme de 41 ans qui est chauffeur, qui est venu donc au laboratoire après avoir consulté un médecin ORL. Il exprime une gêne dans le bruit, à la télé, en famille, et avec des voix faibles depuis environ 5 ans. Pas d'acouphènes, une tolérance moyenne au bruit fort, loisirs, moto, bricolage, mais au niveau du bricolage, il m'a assuré qu'il se protégeait les oreilles. Jamais appareillé, pas d'antécédents médicaux, et il arrive avec une prescription d'appareillage. Donc sur le premier bilan, donc audiométrie vocale et l'audiométrie tonale dans le calme, eh ben, je retrouve les éléments que vous voyez là sur le bilan. Donc au niveau de la perte, on est sur des pertes qui sont inférieures à 30 dB à la fois à droite et à gauche. Et au niveau de l'audiométrie tonale au casque, on retrouve des seuils qui sont pour une oreille, on va dire, à 30 dB, donc non supérieur à 30 dB pour l'oreille droite et inférieur à 30 dB sur l'oreille gauche. Et j'ai une prescription d'appareillage. Alors, ça va me permettre de rebondir sur notre troisième sondage, parce que je voudrais poser la question à la salle justement sur ce cas à ce moment-là. C'est, auriez-vous appareillé ou prescrit un appareillage à ce patient au vu de ses examens? Donc, je vais demander une dernière fois votre participation. Merci pour les 30 secondes qui viennent pour ce patient tout à fait intéressant. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Vincent sur un point, c'est que ce sont des patients que je ne voyais pas il y a 4-5 ans et que je vois de plus en plus aujourd'hui et par des biais de recrutement qui changent. Je laisse. On laisse encore 10 secondes. Voilà, on est stabilisé, donc j'arrête maintenant. Donc les résultats, on a 68% des participants qui auraient appareillé ce patient ou prescrit un appareillage. 30% considèrent que la gêne dans le bruit n'est pas un argument suffisant pour appareiller sur ce niveau de perte. Et on a 2% de gens qui ne se prononcent pas parce qu'ils ne voient jamais ce genre de cas dans leur consultation. Donc, est-ce que ça répond à une logique et à l'observation clinique, par exemple en CHU, déjà, professeur Vincent, sur les gens qui travaillent au CHU?
Non, mais on est guère différent des ORL libéraux sur la prescription. Sont des patients qui peuvent avoir des modes de recrutement différents, effectivement, comme vous l'indiquiez. Hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, le patient, il donne le test à faire dans l'anamnèse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la gêne dans le bruit. Donc, on a des patients quand même qui viennent, moi, ça m'arrive régulièrement, en me disant, mais et qui n'ont pas de limite même financière. J'ai des gens qui arrivent en disant, mais moi, j'étais appareillé plusieurs fois, bien, je suis toujours gêné dans le bruit. On a quand même des patients qui correspondent à cette catégorie, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on ait une boîte à outils audiologique assez vaste et on choisit nos tests en fonction des doléances des patients. Docteur Corré, sur la... Je sais pas, moi, je trouve qu'il y a un truc qu'il n'y a pas dans l'observation, c'est ce qu'on a demandé au monsieur s'il avait envie de se faire appareiller. Parce que moi, des patients comme ça, oui, j'en vois de temps en temps. Je pense pas que ça soit la majorité des patients que je vois. Mais en tout cas, ceux que je vois avec 20 dB en tonal, et peut-être, probablement, parce que je pense que la diapo suivante, tu vas nous montrer une vocale dans le bruit à plus de 3 dB. Bon, moi, ceux-là, je les repère pas parce que je le fais pas. Mais je suis pas certain qu'en ayant fait tonal, vocal et en disant aux patients, bon, on peut peut-être améliorer la situation en mettant des appareils auditifs, ça vous dit? J'ai quand même la sensation que, en tout cas, les patients que je vois, que ça soit d'ailleurs à l'hôpital ou en privé, c'est pas forcément des gens qui me disent, qui me sautent dans les bras en me disant, ah, mais génial, j'avais pas pensé des appareils auditifs, mais oui, quelle bonne idée. Non, vous leur dites, oh là là, mais non, moi, je veux pas des appareils, moi, je voulais juste savoir ce que j'ai, mais non, je veux pas d'appareils. Et ça n'apparaît pas dans l'observation. Non, mais il y a un petit élément, il y a un petit élément dans ce cas-là, c'est que ce monsieur, il a mis 5 ans, il s'en est aperçu, et il a mis 5 ans à se dire, est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je décide de changer des éléments de ma vie? Et dans l'anamnèse, je demande toujours, avant de commencer sur mon bilan d'orientation prothétique, mais quelle est sa motivation? Est-ce que c'est une démarche qui est personnelle ou est-ce qu'il y a une démarche qui est poussée par l'entourage ou éventuellement le médecin qui l'a consulté? Ouais, et là, il m'a dit, j'ai fait le dos rond pendant 5 ans, mais là, pour moi, ça devient très compliqué. Et donc, tu as fait une vocale dans ce bruit à ce patient? Oui, parce que déjà sur le bilan, et voilà. Deuxième élément, c'est que, mais ça, c'est mon raisonnement personnel, parce que on me demande de parler des critères de prescription dans la loi, au niveau de prothèses, de plein de choses, et je me suis dit, mais sur ce que je ne suis pas en phase avec une prescription. Et donc là, j'ai fait à ce monsieur donc un test VRB. Et là, j'ai eu un déficit de 3 dB au niveau du RSB, du seuil à 50%. Et là, non seulement le patient il a presque été rassuré parce que dans l'examen, je lui ai mis en évidence que oui, c'est vrai qu'il avait vraiment un déficit dans le bruit, que la prescription avait tout son sens et que sa démarche personnelle de dire j'ai besoin d'une aide auditive dans ma vie de tous les jours était complètement validée. Alors, bien sûr, on l'a apparié. On a d'abord un port qui était de 10 heures par jour. Alors, quand on regarde ce type de perte, c'était quand même assez éloquent en termes de niveau de port. Et on a un gain de RSB 50 qui est quasiment de 1 dB. Alors, 1 dB en valeur absolue, ça peut paraître peu, mais au niveau de sa satisfaction, et c'est là où le questionnaire prendrait tout son sens d'évaluation, les Q1, Q2, Q3, parce que ce monsieur, il a repris aujourd'hui une vie sociale beaucoup limitée à l'heure actuelle avec la situation que l'on connaît, mais il a repris une assurance en situation de groupe qu'il avait perdue depuis au moins 5 ans, si ce n'est pas plus. Karl, dans ton expérience locale, sont des patients que tu vois de temps en temps? Alors moi, je travaille dans une région où il y a beaucoup d'industries métallurgiques. La vallée de l'Arve, c'est quand même assez réputé pour ça. Donc, c'est des choses que je vois de plus en plus. Et surtout, ce que je remarque, c'est des patients qui ont quelque part été un peu traités comme les acouphéniques il y a 15-20 ans en arrière, où ils ont vu peut-être des médecins ou discuté avec leurs généralistes ou même des audioprothésistes. Et on leur a dit, mais bon monsieur, on peut rien faire pour vous, vous entendez bien.
Et je rejoins Vincent, quand on arrive avec ce test de vocal dans le bruit où on objective cette difficulté qu'ils ressentent, il y a un vrai soulagement chez eux. C'est comme une personne acouphénique quand on fait une acouphénométrie où on va venir objectiver l'acouphène qu'ils ressentent. Il y a un vrai phénomène de soulagement. Donc ça, c'est une première chose assez importante pour moi. Et c'est quelque chose qui vraiment augmente très régulièrement. C'est assez surprenant sur ces dernières années, il y a une vraie augmentation. Est-ce que c'est parce qu'on en parle? Est-ce que c'est parce que ça arrive de plus en plus chez les professionnels de santé? Voilà. Vincent, pas de commentaires supplémentaires sur ce cas. Docteur Corré? Non, je dis le fait qu'ils aient une reconnaissance du fait, c'est très bien, mais je pense qu'aussi en consultation, quand on dit aux gens, bah oui, physiologiquement, on sait que dès qu'on a une atteinte auditive, même unilatérale, on a une perte de compréhension dans le bruit, parce que c'est comme ça que ça se passe. Les gens le savent pas, et déjà, effectivement, c'est une forme de reconnaissance. Après, effectivement, si on leur montre des courbes, peut-être que ça les fait, ça leur fait plaisir de voir que sur la courbe, ça se voit également. Mais encore une fois, la vraie question, c'est est-ce que ces gens ont envie de se faire appareiller? Moi, c'est ça ma question principale, parce que très honnêtement, j'ai étudié le truc depuis qu'on m'a convié à cette sympathique discussion. Je trouve que ça représente très peu de patients dans mon exercice de tous les jours. Alors, peut-être que j'ai un exercice particulier, peut-être que parce qu'il y a peut-être de la chirurgie, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas des patients que je vois beaucoup. Et ce serait pas mal de faire un sondage dans la salle en disant, est-ce que des patients qui viennent vous voir avec une très faible atteinte auditive, mais une gêne dans le bruit, sont-ils tous prêts à se faire appareiller? Et ça, ce serait intéressant, je pense, parce que très honnêtement, c'est pas du tout l'expérience que j'en ai. Pas du tout. Là, c'est un peu un cas, Vincent. Tu me permets, Vincent, c'est un cas un petit peu extrême de l'intérêt dans le bruit. Le cas pour moi le plus typique, c'est tout de même une presbyacousie plus importante, mais qui est suffisamment importante pour qu'on la voit bien en tonale, mais par contre qui est pas suffisamment importante pour qu'on la voit bien en vocale dans le silence, mais qui par contre va être très très bien vue par la vocale dans le bruit. Et l'autre intérêt, et ça représente quand même plus de patients. Et l'autre intérêt quand même, mais tu l'as dit, c'est que comme c'est quelque chose qu'on fait en champ libre, eh bien l'accompagnant, quand il y a un accompagnant, mais c'est extrêmement utile de dire, mais t'entends pas quand il y a beaucoup de bruit, les gens vont se rendre compte de la gêne de celui qui est à côté. Et ils se rendent compte qu'à des niveaux de bruit où ils comprennent parfaitement toutes les phrases, celui qui est à côté, il comprend rien du tout. Et ça, c'est un intérêt pédagogique aussi qui est non négligeable quand on a l'habitude d'en faire et qui est pas trop écrit je dirais, c'est dans l'intérêt éducatif de l'accompagnant aussi. Oui, il y a une vraie différence pour moi entre un patient qui est sur une perte auditive moyenne à 20 dB et un qui est entre 25 et 30, avec une perte plus marquée sur les aigus. Hein. La réserve cochléaire n'est pas la même et les conséquences dans le bruit sont pas les mêmes. J'aime beaucoup la comparaison de Karl avec l'acouphène, parce que l'acouphène, on peut le dire, est quand même le grand oublié de l'arrêté de 2018, puisqu'il ne figure absolument pas et n'est pas un critère d'appareillage. Mais comme beaucoup d'acouphéniques, en fait, on s'aperçoit, sont gênés dans le bruit. Ils ont des perturbations dans le bruit qui sont souvent fréquentes. On a une voie d'accès aujourd'hui à la correction de ces acouphéniques derrière. Donc ça, c'est aussi un argument. Après, ils sont parfois gênés dans le bruit parce qu'ils sont hyperacousiques aussi. Alors là, pour les alors oui. Alors ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais il y a des biais de recrutement différents. Je sais pas, Vincent et Karl, moi je vois aujourd'hui dans mon quotidien plus de gens venant par l'entourage de patients appareillés avec des pertes plus importantes, qui parce que ils ont un membre de leur entourage qui est appareillé, sont sensibilisés aux problèmes auditifs et viennent de me dire j'ai du mal dans le bruit aussi, je commence à avoir du mal en réunion, est-ce que vous pouvez me tester derrière? Donc ça, c'est vrai que comme tu dis, souvent des enfants ou des neveux ou peu importe de patients qui arrivent assez tôt en demandant un bilan parce qu'ils sentent ces premières gênes. Et souvent, quand c'est très léger, que c'est vraiment le démarrage, on va pas à l'appareillage, c'est juste on alerte, on dit voilà, oui, il y a un début de quelque chose, vous êtes alerté, il faut contrôler ça régulièrement. Et ça prend du temps à maturer, comme Vincent l'a dit avant. Mais c'est vrai qu'on a cette prise de conscience, j'ai envie de dire, et dans les dépistages que nous, on peut faire en tant qu'audioprothésiste, et je pense que vous, en tant qu'ORL, des gens qui commencent à s'intéresser à leur santé auditive. C'est quelque chose de nouveau, je pense.
Et puis, il y a une remarque qui revient souvent là dans la salle et qui est parfaitement logique, c'est que la nouvelle loi a également encadré enfin l'exigence légale de ce mois d'essai d'appareillage qui protège contre des appareillages aussi qui ne donneraient pas de résultat. Donc, après, à l'audioprothèse de démontrer en un mois ou un peu plus s'il prête les appareils plus, mais ce qui n'est pas toujours facile, de démontrer une amélioration dans le bruit dans ce délai-là, de démontrer l'efficacité de l'appareillage. Ce qui n'est pas toujours le cas sur un délai court. Il y a un paradoxe, c'est quand même l'amélioration de l'intelligibilité dans le bruit, elle est avec un appareillage auditif. Alors ça, vous dites si je dis une bêtise, hein, c'est possible, je parle aux audioprothésistes. Elle est meilleure plus la perte auditive est faible. Je refais ma phrase. Plus la perte auditive est faible, plus on a de chances de les améliorer. L'amélioration de l'intelligibilité dans le bruit va être importante. Plus la perte auditive est importante, moins le gain d'intelligibilité dans le bruit va être important. On est d'accord ou pas? Oui, parce qu'on peut être après, avec l'augmentation de la perte, on peut être amené aussi à des gestions de distorsion, d'intensité de distorsion. Et là, ça avec une perte égale, c'est pas évident parce qu'avec une perte égale, il y a des profils dans le bruit qui sont très différents. Et donc, tu peux avoir quelqu'un qui a une perte importante, qui a une gêne dans le bruit qui est relativement très modéré par rapport à son niveau de perte, lui, tu vas surtout l'aider dans le silence et peu dans le bruit, puisque de toute façon, dans le bruit, il est déjà relativement performant par rapport à son niveau de perte. Et puis, il y a des gens, à contrario, qui ont un petit, ils ont un petit PET, ils ont 30, 35 dB sur le 4000, ils ont 45 dB sur le 8000, et ils ont un niveau de perte dans le bruit équivalent à une moyenne. Et donc, eux, ils sont vraiment très gênés. D'ailleurs, quand on leur fait les questionnaires et qu'on leur parle, alors ceux-là, ils sont très motivés pour être appareillés parce que leur vie sociale est un enfer. Donc, c'est bien ça la difficulté, c'est que si on les teste pas dans le bruit, on a du mal à estimer, on n'a que des estimations indirectes de leur niveau dans le bruit. Un des estimations, je suis d'accord, c'est la motivation de l'appareillage. Sans doute que les gens qui ont une grosse perte dans le bruit, c'est sans doute ceux qui sont les plus motivés, mais il faudra encore le montrer, c'est pas si facile que ça. Voilà, donc il y a une remarque, essentielle de la salle qui dit qu'on n'appareille pas de toute façon quelqu'un qui ne veut pas. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est logique. Bien sûr. Mais c'est aussi ce qui est le grand absent de la loi de 2018, c'est de parler de la gêne du patient quand même. Hein. Parce qu'a priori, les gens, on les emmène pas avec un pistolet sur la tempe chez l'audioprothésiste en disant vous allez mettre des appareils. C'est quand même un truc qui n'est pas du tout écrit dans la loi. Quand même. Il y a les questionnaires qui sont là pour ça, en principe. Alors que nous, on utilise déjà je pense quand même. Alors, puisqu'on va s'arrêter dans peu de temps, je voudrais revenir sur 2-3 questions de la salle qui étaient anciennes. La première, on nous a parlé de tests qui existent, et c'est une réalité, qui peuvent se faire au casque avec un masquage ipsilatéral, de test dans le bruit. Est-ce qu'il existe une norme aujourd'hui? Est-ce qu'on peut utiliser ce type de test en guise de prescription? À ma connaissance, ils ne sont pas normés pour la prescription. Voilà, il n'y a pas de norme à ma connaissance. Donc, un des problèmes de ces tests dans le bruit, c'est qu'il faut qu'ils soient normés, puisqu'ils doivent être opposables. C'est ce qui est dit dans l'arrêté, l'utilisation d'un test vocal dans le bruit avec une norme établie. Et donc, à ce jour, les normes établies n'existent pas sur tous les tests. Il n'y a, à ma connaissance, que 2 ou 3 tests avec des normes réellement établies. Il y a même que 2 tests. Le HINT n'a pas de norme. Le HINT, il a été validé pour des francophones canadiens. Oui, c'est le québécois. Il n'est pas superposable pour des Français non québécois, on va dire. Donc les tests, c'est ce que j'ai présenté. C'est les 2 tests les plus utilisés d'ailleurs, c'est le Framatrix et le VRB, parce qu'ils ont des normes tout simplement. Et pour le faire, puisque pour terminer, on parlait des généralistes, j'ai une question, est-ce qu'ils auront des exigences de mesure de leur bruit ambiant en cabine pour valider éventuellement un test dans le bruit, tel que le VRB? L'intérêt, c'est que les tests dans le bruit, on n'a pas besoin de l'environnement de normes, de silence d'une cabine, puisque c'est un test dans le bruit. C'est pas un test dans le silence, donc on n'a pas besoin d'avoir des mêmes normes de silence, puisqu'on fait un test dans le bruit. Et au niveau de la parole normale. Donc un cabinet relativement silencieux,
il est tout à fait. D'ailleurs, dans la plupart des tests, en tout cas, moi je parle pour le verbé, il y a un sonomètre, on vérifie très facilement qu'on est dans et n'importe quel cabinet, sauf évidemment si on est au bord d'une chose très bruyante ou d'un ascenseur, mais la plupart des cabinets de consultation, ils sont tout à fait, ils ont des niveaux de bruit acceptables pour faire des tests dans le bruit. Bien, eh ben écoutez, il va être l'heure de conclure. Je pense qu'en mot de la fin, je pense cette remise au point est nécessaire. Je pense qu'il ne sera pas inutile de la refaire à distance de cette loi du 100% santé pour voir si on a un lien aussi, parce que je pense que ça va pouvoir jouer, parce qu'on pouvait imaginer que quelqu'un avec une perte modérée et des fois soit un peu réfractaire à l'idée d'avoir une grosse dépense sur l'appareillage aussi. Et le 100% santé va peut-être arranger ça, pourvu que les appareils de classe 1 éligibles au 100% santé permettent cette amélioration dans le bruit. Or, généralement, plus la perte est légère, plus l'appareil doit être performant. Mais on est obligé de parler un petit peu de finances dans cette affaire. Et c'est vrai qu'il est plus facile pour quelqu'un avec une perte relativement importante de justifier une dépense qu'avec quelqu'un avec une perte très légère. Donc, Karl, Vincent, c'est dans votre expérience? Excellente conclusion. Bien, je vous remercie toutes chaleureusement. Merci beaucoup à la salle pour ces questions et merci d'avoir été là un petit peu tard comme d'habitude. Je vais fermer cette session et nous vous attendons donc dans 2 mois pour un prochain webinaire SFORL Audica. Au revoir à tous et merci. Bonsoir à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.